des gens ils vont se dire tiens j'achète les dernières Nike et en fait ça les motive justement à aller s'entraîner. Le pied a forcément une influence parce que c'est lui qui va un peu dicter comment la contrainte, les forces seront dirigées sur le système musculo-squelettique. Plus tu descends, plus tu vas vers le pied, plus c'est complexe. Il y a une alternance dans les mouvements du pied si on les regarde dans le plan sagittal. On a tendance à dire ah bah je vais faire du minimalisme, courir dehors avec des chaussures avec moins de support. Ouais, ou sans rien du tout, carrément pied. Ouais, mais t'es pas obligé d'être aussi drastique entre guillemets. Moi j'ai l'impression qu'il y a deux axes, il y a travailler sur la variabilité de mouvement et la capacité quoi. On a toujours une alternance par rapport au mouvement qui est fait en proximal. Si tu fais pas ça, ça va avoir un impact sur la mécanique globale du mouvement. Bienvenue dans le podcast. Dans ce nouvel épisode, on va parler du pied. Alors un épisode sur le pied, c'est peut-être un peu bizarre, mais il y a tellement de choses à dire sur le pied dans le cadre de la performance, de la prévention des blessures, de la réathlétisation. Enfin, le pied est super crucial. Déjà, je pense que on peut rappeler que le pied, c'est quand même déjà la première chose qui est en contact avec le sol, hein, ce qui est quand même crucial dans tous les sports. Parce que à partir du moment où tu cours, tu sautes, etc., c'est le premier truc en contact avec le sol, avec l'environnement externe qui prend de l'information, qui renvoie de l'information à notre système nerveux, etc., qui nous permet de nous organiser. Bref, c'est des choses qu'on va explorer dans ce podcast. Et du coup, on va voir un petit peu l'importance du pied, déjà à un niveau local, mais aussi à un niveau plus global, parce qu'avec toutes les influences que ça va avoir sur les segments autour, sur le membre inférieur et plus largement. Donc déjà, le pied. Qu'est-ce que le pied en termes de structure? C'est compliqué, c'est une structure très complexe. C'est extrêmement complexe et juste pour parce que j'étais en train de réfléchir hein, mais on avait fait un podcast sur la tendinopathie d'Achille et on avait parlé un petit peu de la bioméca du pied ou en tout cas de l'influence du pied sur la tendinopathie d'Achille. Et en fait, c'est valable pas seulement pour la tendinopathie d'Achille, mais c'est valable pour toutes les articulations qui sont adjacentes au pied. Une fois que le pied est au sol, et généralement, en fait, la plupart des activités, c'est de la locomotion terrienne, on va dire. Le pied a forcément une influence parce que c'est lui qui va un peu dicter comment la contrainte, ou en tout cas les forces, seront dirigées sur le système musculo-squelettique, que ce soit au niveau des tendons, au niveau des os, etc. Du coup, comme Alexis disait, le pied c'est une structure qui est extrêmement complexe. Et d'ailleurs, petit aparté, mais généralement on a tendance à simplifier, même dans la recherche, hein, on a tendance à simplifier le pied à un segment qui est souvent rigide, parce que ça facilite en fait les analyses qui sont biomécaniques, c'est-à-dire on se dit, voilà, le pied il a environ, on va dire, plusieurs degrés de liberté, et on va simplement le simplifier avec ces degrés de liberté-là, alors qu'au final, le pied, c'est une structure qui est extrêmement complexe, alors moi j'avais encore oublié, mais qui a 28 os, 33 articulations, et évidemment les muscles extrinsèques et extrinsèques, il y a énormément de tissus conjonctifs aussi à l'intérieur, donc on a une structure qui est extrêmement complexe, et d'emblée on peut dire que des fois la recherche et les papiers ou la littérature sur le pied passent à côté de plein d'informations, parce qu'on n'est pas encore capable d'analyser ultra spécifiquement chaque articulation, chaque mouvement de chaque zone au niveau du pied. C'est vrai que le pied, c'est une structure hyper complexe. Et puis après, on va peut-être un petit peu simplifier, le subdiviser pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu. On mettra des images. Hein. Je vous invite vraiment à regarder la version YouTube, parce que même s'il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent dans leur voiture ou quoi, c'est plus pratique. Mais avoir les images quand même pour se représenter ce genre de choses aussi complexes, c'est peut-être un petit peu mieux. On essaiera de mettre des images pour illustrer. Mais le pied... Ce qui est intéressant, c'est que si on prend un petit peu de recul pour penser le pied, pas seulement à un niveau local, mais son organisation au global dans le corps. Quand tu regardes un peu le corps humain dans son ensemble, t'as une organisation où en fait, comme si l'organisation était simple à un niveau proximal, c'est-à-dire plus tu es vers le centre du corps, plus les segments osseux et tout sont organisés de manière simple. Plus tu vas vers les extrémités, plus c'est compliqué. Et c'est vrai aussi pour le membre sup. Hein. Plus tu vas vers la main, même la main où tu as plein d'os, c'est très complexe, tout comme le pied, où plus tu descends, plus tu vas vers le pied, plus c'est complexe. Et en fait, cette organisation-là, elle a une raison
parce que bon, si on pense d'un point de vue évolutionniste, etc., il y a des raisons pour lesquelles le, le- le corps humain s'est organisé de cette manière-là avec le temps. Pourquoi est-ce qu'on a une complexité à la périphérie et moins de complexité au niveau proximal? Bon, D'un point de vue sensoriel, au final. ouais, déjà d'un point de vue sensoriel, parce que bon, il y a quand même une complexité aussi au niveau proximal avec la colonne vertébrale, tu vois. Mais, euh, mais déjà, il y a ça. Et la seconde chose qui est aussi importante, au-delà de la complexité des os, c'est aussi au niveau musculaire. Plus tu es en proximal, plus tu as des muscles superficiels qui sont volumineux et qui produisent du mouvement, les grands fessiers, les dorsaux, etc. Les pectoraux, tous les muscles du tronc. Et plus tu vas vers la périphérie, aussi bien le membre sup que le membre inf avec le pied, plus t'as des... les muscles sont fins, petits, tu vois, tendineux, avec des longs tendons, etc. Et ça c'est pas anodin. Ça a clairement une importance parce que on va se rendre compte que puisque le pied est en contact direct avec l'environnement, justement, on a besoin d'avoir une plus grande sensibilité ou un niveau sensoriel, tu vois, parce que Une précision aussi. voilà, une plus grande précision parce qu'on va recueillir l'information de l'environnement. Donc on va vouloir vraiment informer notre système nerveux de la manière la plus précise possible pour qu'il puisse s'auto-organiser là-dessus. Et d'un point de vue purement mécanique aussi, je pense que si on est plus tendineux, articulaire, ligamentaire, parce qu'on va le voir, mais il y a aussi, sans rentrer forcément dans tous les détails, mais il y a beaucoup d'articulations, il y a beaucoup de ligaments, il y a beaucoup de tissus conjonctifs en fait dans cette région-là, ce qui fait que le pied, puisqu'il sert à la propulsion, à marcher, etc., bah, on va stocker de l'énergie élastique qu'on va restituer. Et ça a beaucoup plus lieu sur les extrémités que c'est le cas à un niveau plus proximal. Donc déjà, ça permet, je pense, un petit peu de remettre les choses dans un contexte plus global pour comprendre la place du pied. Après, peut-être que tu veux parler du pied en lui-même et commencer à Ouais, parler des subdivisions ouais, les peut-être. subdivisions du pied, ouais. Parce que c'est vrai que ça reste une articulation qui est extrêmement complexe. On a 28 os, 33 articulations. Donc déjà d'emblée, ça pourrait paraître un peu trop compliqué à résumer. Mais au final, on a tendance à résumer le pied à trois articulations. Enfin, trois articulations. C'est plutôt... Trois principales, ouais, quoi, on va trois dire. principales... Trois régions, en fait. Voilà, c'était Mm. ça que je cherchais. Donc on a l'arrière-pied, en gros ça va être le talon. On va avoir le médio-pied qui va être au milieu au final. Mm. Et on va avoir l'avant-pied. Et du coup à partir de ces trois articulations, déjà d'emblée, ça complexifie pas énormément, mais ça permet d'avoir un bon regard pour se dire ok, on a quand même trois articulations qui sont au final assez indépendantes. Parce qu'on sait que si on va manipuler une articulation bien spécifique, ça va possiblement orienter l'articulation adjacente d'une certaine manière. Donc on a quand même une organisation qui est différente et différentes régions au niveau du pied. Et vraiment, s'il y a un truc à retenir, c'est de se dire, ok, il y a l'arrière-pied, il y a le médio-pied et il y a l'avant-pied. Et à partir de ça, déjà, ça nous donne pas mal d'informations. Ouais, je pense que c'est le plus important, c'est ce qu'on va en tirer en pratique, tu vois. Mmh. Il s'agit pas de se dire, ok, il y a 28 os, 33 articulations, on va étudier chacune des 33 articulations. Évidemment, si on voulait être très spécifique auprès d'une certaine articulation du pied, etc., il faudrait peut-être aller plus loin, mais d'une manière générale, en pratique, les exercices qu'on va mettre en place derrière sur le pied, vont globalement quand même dépendre de cette vision en arrière-pied, médio-pied Mmh. et l'avant-pied. La suite qu'on peut expliquer, il y a les arches, l'arche longitudinale médiale, Ouais. l'arche transverse et latérale. Tu En veux dire gros, un peu plus? ouais, ouais. Bah ça, on peut avoir l'image. Moi, j'aimais bien donner l'image du tripode. Je pense que ça parle à tout le monde. En gros, le tripode, on va dire que bah, ça forme un triangle pour le coup. Et du coup, les trois régions de ce triangle-là, ça va être le calcanéum, ça va être l'extrémité à droite et l'extrémité à gauche, en gros. Premier et cinquième métatarse, les bases. Et du coup, à partir de là, on a du coup trois arches, médiales, longitudinales et transversales. Et ces arches-là, elles sont aussi assez importantes puisqu'elles vont dicter aussi la manière dont le pied va se comporter. On sait que quand on va élargir les arches, donc comme si... c'est bien, moi je donnais l'image de la toile d'araignée un peu. Donc c'est-à-dire que quand tu as une toile d'araignée qui va s'étendre, Mm. tu vas avoir les trois arches qui vont s'étendre.
Et généralement, tu vas être orienté pronation et inversement, là où tu vas avoir ta toile d'araignée qui va un peu se rétracter, tu vas avoir une élévation de l'arche. Et ça, c'est quelque chose d'assez visuel pour se dire, ah ouais, on a 3 arches donc qui forment un peu le pied. Et du coup, on peut naviguer un peu sur le continuum entre j'écrase l'arche ou je relève l'arche. Et du coup, ces 3 arches-là, elles sont hyper importantes et on peut aussi travailler plutôt spécifiquement pour renforcer plutôt un côté ou l'autre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les choses principales à retenir, qu'il y a 3 arches et qu'il y a 3 régions au niveau du pied. Et déjà, ça permet d'avoir une bonne vision. J'ai vu qu'il y a des gens qui parlaient de quadripode même des fois, tu sais. Genre en mode, évidemment, tu as les 3 points, genre Ouais. le calcaneus, la base du premier métatarse et du cinquième, Et au milieu, donc du petit orteil et du gros orteil. ouais. Mais je crois que le quadripode, il y avait aussi vraiment le bout du premier orteil, du hallux, Ouais, ok. qu'on appelle le Oui, hallux oui, d'ailleurs. exact, ouais. Parce que en réalité, On j'ai l'apprend. vu qu'il y avait la majorité de la stabilité en fait du pied était vraiment associée au hallux, tu vois. Hmm. C'était le fait d'ancrer le hallux dans le sol Donc il y a la base de la luxe et le, et le gros orteil et le gros en orteil. lui-même, tu vois. Ok, ouais. Il y avait ça. Après, un mécanisme qui, je pense, est important d'expliquer et sur lequel, moi, personnellement, enfin, je pense qu'on s'appuie tous les deux pas mal Beaucoup de fonctions. là-dessus. Et ça permet justement de comprendre la biomécanique du pied un peu dans son ensemble. C'est le mécanisme de Windlass. Donc, on mettra une image. Mais l'idée, c'est qu'il y a une alternance dans les mouvements du pied si on les regarde dans le plan sagittal. Dans le plan sagittal, c'est quand tu regardes quelqu'un de profil en gros. Donc imagine que tu vois le pied droit de quelqu'un de profil, tu vois, de l'extérieur. Et en fait, un truc pour bien comprendre ce mécanisme-là, c'est par exemple quand tu redresses tes orteils vers toi. Donc on appelle ça une dorsiflexion des orteils, donc une flexion dorsale des orteils. Le fait de les redresser vers toi, vers le haut, donc tu relèves tes orteils. Et quand tu fais ça, en fait, alors, et encore une fois, ça c'est normalement, parce que des fois ça n'a pas lieu, tu vois, Ah, mais, déjà, des mais fois, t'as peu c'est de. pour ça que des fois, juste chercher à faire ce mécanisme de Windlass, ça peut être un test, une évaluation, pour voir un peu ce qui se passe au niveau du pied de la personne. Mais normalement, quand tu fais une dorsiflexion des orteils, tu es censé avoir le médio-pied qui, lui, fait l'inverse, c'est-à-dire une flexion plantaire, et d'avoir l'arrière-pied du cou qui fait comme à l'avant, donc une dorsiflexion du calcaneus en particulier, donc l'os du talon. C'est-à-dire que tu vois, il y a cette alternance. Si je redresse mes orteils, je fais une dorsiflexion des orteils, je vais avoir une flexion plantaire du médio-pied au global. Hein, on n'est pas en train de réfléchir à l'ensemble des os et les articulations du médio-pied, mais le médio-pied dans son ensemble va faire une flexion plantaire, donc se redresser, ce qui fait que l'arche, comme tu disais tout à Hmm. l'heure, la toile d'araignée va se rétracter. Et l'arrière-pied, lui, plutôt l'os du talon, va faire une dorsiflexion comme à l'avant du pied. Et donc, c'est ce qu'on observe. Et à l'inverse, si on fait, par exemple, tu rétractes tes orteils, donc tu les fléchis comme pour les emmener sous ton pied, quoi. Bah, tu fais du coup une flexion plantaire des orteils, ce qui fait que ton médio-pied, lui, il fait une dorsiflexion. Et quand il fait une dorsiflexion, là, tu as l'arche, en particulier l'arche longitudinale médiale, donc ce qu'on voit à l'intérieur du pied, qui s'affaisse, et donc ce qu'on appellera la pronation en partie. Et l'arrière-pied, lui, donc le calcaneus, va faire aussi une flexion plantaire. Donc c'est soit à l'arrière, flexion plantaire, au milieu, dorsiflexion, et à l'avant, flexion plantaire. Donc en fait, il est pris en sandwich, quoi. Soit dorsiflexion à l'avant, dorsiflexion à l'arrière, et flexion plantaire au milieu. Donc c'est l'un ou l'autre. Et Ouais. ça, c'est bien déjà, je pense, pour se Ouais. représenter un petit peu la mécanique du pied. Et je pense que c'est pour ça que c'est important vraiment de se dire, ok, bah, au sein du pied, on a 3 régions. Et en fait, c'est à partir de ces 3 régions-là qu'on sera capable de dire, bah oui, on a des organisations qui sont un peu en dents de scie ou en alternance en fonction des choses. Et ça, c'est valable dans le plan sagittal pour le mécanisme Windlass, parce qu'il est observé que dans le plan, au final, sagittal, le Windlass. Mais après, on peut se dire, bah en fait, on peut regarder ça sur tous les plans. Et par Ouais. exemple, on pourrait se dire, bah, il n'y a pas que le sagittal, il y a aussi le frontal et il y a aussi le transversal. Et c'est là où la complexité du pied, en fait, elle est immense et en fait, ça s'arrête jamais. C'est pas parce qu'on pourrait se dire, bah, ok, ça veut dire que sur la dorsiflexion et la flexion plantaire, ça fonctionne, mais ça fonctionne aussi sur les rotations internes et les rotations externes, et ça fonctionne aussi sur l'abduction et l'adduction. C'est-à-dire que
En gros, et l'éversion, enfin, après ça dépend de la nomenclature qu'on utilise, mais par exemple, on pourrait se dire, bah, on va changer de plan, on va regarder l'os du pied, le talon ou le calcanéum, et on va regarder par exemple s'il fait une éversion ou une inversion calcanéenne, ce qui va influencer le médio-pied dans une certaine configuration, généralement l'inverse en fait, et ce qui va influencer aussi les orteils d'une autre façon. Donc en fait, il n'y a pas que le Oui, plan oui, oui. sagittal, il y a tous les plans, et à chaque fois, on a quand même cette idée-là de, en tout cas s'il n'y a pas de compensation ou s'il n'y a pas de choses anormales, on a toujours une alternance par rapport au mouvement qui est fait en proximal. Donc ça c'est hyper important et ça montre aussi à quel point le pied ça peut être extrêmement complexe et même dans la littérature ça devient super compliqué à analyser parce que à moins de poser des capteurs sur chaque os et en plus on sait que si on pose sur la peau avec les dynamiques des tissus mous on n'est même pas sûr d'avoir vraiment les bonnes dynamiques du pied et en fait ça rend la chose hyper complexe. Tu te dis ah ouais ça veut dire qu'il y a 3 degrés de liberté pour toutes les régions du pied et même pour tous les os au final. Donc ça Sur les rend 33 ouais, articulations, ouais, ouais. sont capables de bouger dans les trois plans de l'espace, C'est quoi. ça, ouais. Et quand on regarde vraiment les dynamiques, enfin la biomécanique du pied, et qu'on essaie d'approfondir un peu ça, en fait, Et c'est infiniment plus ultra complexe complexe. qu'un genou, quoi, par exemple, tu Ah vois. bah oui, oui, Ou un c'est sûr. genou, t'as deux articulations entre le tibia et le fémur et Mhm. entre le tibia et la rotule, par exemple, hein. Donc, quand tu étudies une région où il y a deux articulations et dont les mouvements dans les plans de l'espace sont limités, c'est déjà beaucoup plus simple. Alors que là, c'est vrai que le pied, au final, tu peux bouger dans le plan Mhm. transversal, le plan frontal, le plan sagittal et sur toutes les articulations, quoi. Ouais, Mais donc du coup, pour revenir un peu sur ce que tu disais là, parce que c'est vrai que c'est une perspective à laquelle je réfléchissais pas forcément, mais si tu as du coup cette inversion calcanéenne, du coup, tu es censé avoir une inversion au niveau du médio-pied, s'il n'y a pas de. Ouais, ouais, normalement, et une autre inversion ouais, au niveau de l'avant-pied, au niveau exact. notamment des pas des métatarses, mais des phalanges, Ouais, des orteils. Ouais. Donc en fait, voilà, ce qu'on disait, dans le plan sagittal, dorsiflexion, flexion plantaire, dorsiflexion, et là, inversion, éversion à mhm. chaque truc. Et dans le plan frontal aussi, mais là, c'est complexe aussi, hein. Les Ouais, et notions puis d'adduction, d'abduction. on a aussi le plan transversal, ce qui lui, il fait une coupe un peu comme ça, là. Il me semble que ouais, c'est lui, il fait une coupe comme ça. Et là, c'est encore plus compliqué parce qu'on va regarder le pied. Ça reste de l'abduction parce qu'on va voir à quel point le pied il arrive à s'ouvrir vers l'extérieur ou vers l'intérieur et ça rajoute un plan supplémentaire. Et c'est là où on se dit ah ouais en fait toute la littérature des fois qui s'intéresse au pied dans le plan sagittal, par exemple dans le vélo, ils ont tendance à regarder déjà juste l'articulation de la cheville et considèrent que c'est juste un segment simple et, et regardent juste ça. Juste petit aparté mais j'étais allé à une conférence euh, à l'INSEP sur le sprint en vélo et l'influence du pied en fait de l'articulation de la cheville et il disait que forcément ça avait une énorme influence sur la production de puissance au niveau de la pédale. Mais en fait ils étudiaient tout le temps sur le plan sagittal. Ça veut dire qu'en fait tu sais pas du tout ce qui se passe dans le plan frontal, tu sais pas du tout si ta l'arche plantaire par exemple qui s'affaisse et qui participe aussi à la production de puissance, ce qui est forcément le cas je pense. Mais du coup, vraiment retenir qu'on a toujours une observation qui est assez biaisée au final du pied et que c'est quand même assez complexe. Mais du coup, pour résumer, on a 3 arches et 3 régions du pied et ça s'influence mutuellement, quoi. Et très souvent, il y a. Après, c'est pas pour autant aller dans un extrême, mais j'ai remarqué que depuis que je m'intéresse beaucoup au pied et que vraiment tu essaies d'évaluer le pied même dans pour le coup, moi, pas mal avec la réflexisation ou même la prépa physique, tu cherches à optimiser la mobilité, la variabilité de mouvement, ces choses-là. En fait, tu es obligé de t'intéresser au pied à partir du moment où le membrin fait important dans le sport en question, parce que tout ce qu'il y a au-dessus du pied va s'organiser en fonction du pied. Et c'est fou. Mhm. Parce que si tu as quelqu'un qui est incapable de, enfin qui est par exemple qui est totalement biaisé en supination et qui n'arrive pas du tout à aller chercher de la pronation, du coup ça va aussi impacter le mouvement de la cheville juste au-dessus, où tu peux avoir besoin de faire de la dorsiflexion ou de la flexion plantaire à laquelle tu vas peut-être pas avoir accès, ce qui fait que si tu n'y as pas accès, tu vas devoir compenser avec le genou,
puis avec la hanche et le tronc carrément. Mhm. Après, on pourrait donner des exemples. Quel exemple je pourrais donner? Par exemple, le squat. Ouais. Ça me parle pas mal. Mais si par exemple, tu as les pieds, et ça, il y en a pas mal, mais biaisés en supination. Donc, tu as les arches très haut, la toile d'araignée rétractée, et tu n'arrives pas, quand tu descends sur ton squat, à du coup affaisser tes arches, à avoir les articulations des pieds qui s'ouvrent, qui prennent de l'espace. Et bah, si tu fais pas ça, et on va revenir un petit peu peut-être après sur les articulations principales qui nous intéressent, c'est talon Ouais. crural et tout Ouais. ça. Bah du coup en fait au-dessus la cheville va pas pouvoir faire la dorsiflexion. Pour rappel, la dorsiflexion de la cheville, c'est en gros quand tu cherches à emmener ton genou le plus loin possible en avant de ton pied, dans le cas du squat en gardant le talon au sol bien sûr. Et donc si tu es limité là-dessus, si tu peux pas faire autant de dorsiflexion de cheville que tu en aurais besoin, bah tu vas du coup moins fléchir les genoux au-dessus. Parce que pour fléchir complètement les genoux sur un squat, tu vas devoir quand même pouvoir emmener ton genou vers l'avant et donc faire une dorsiflexion de cheville. Et si tu peux pas faire ça, si tu fléchis moins les genoux, bah tu vas t'incliner plus en avant au niveau du tronc avec la barre sur le dos quoi. Donc en fait, ça va avoir un impact sur la mécanique globale du mouvement. Et puis même, donc ça c'est un exemple là sur le squat, ça pourrait être la même chose sur du deadlift, ça peut être la même chose sur de la course à pied, je pense aussi, Mhm. où toute l'organisation proximale va être Après, tu peux voir impactée par le pied, quoi. des compensations. Enfin, je vois pour le squat, il me semble, et tu peux me dire si j'ai tort, mais si tu es biaisé en supination, ça veut dire qu'après tu vas moins accéder à de la rotation interne de hanche. Et il me semble que des fois les gens compensent pas mal en ouvrant en fait l'angle et en faisant beaucoup d'abduction en fait. Ah, Et tu veux dire les pieds, en ouais, orientant les pieds plutôt vers l'extérieur? ouais, non, en fait, ceux qui sont orientés en supination, ils vont du coup forcément moins accéder à de la rotation interne à un moment donné, puisque la rotation interne elle est quand même bien couplée Elle avec est, la elle est couplée à pronation. la pronation, Et ouais. du coup, pour compenser ça, ils vont juste ouvrir un peu plus en abduction pour pouvoir justement accéder. Et ils vont compenser la rotation interne par de l'adduction au niveau des jambes, quoi. Donc en fait, Ouais, tu vois, ouais, je vois. Après, souvent, ce qui se passe quand les gens manquent de dorsiflexion et qu'ont un pied qui est pas mobile, c'est que d'une manière générale, ils vont orienter, tu sais, ouais, par exemple, au lieu sur un squat, avoir les pieds qui font face à ouais, soi, ils vont les orienter sur ouais. l'extérieur, ce qui fait que bah, déjà, tu auras moins besoin d'emmener ton genou vers l'avant en dorsiflexion. Hmm, Et forcément, bah, quand tu vas venir fléchir, si tes pieds sont orientés vers l'extérieur, tu vas pas forcer, mais tu vas accéder plus facilement à la pronation, du ouais. coup. Et puis du coup, ouais, tu vas jouer aussi sur de l'adduction de hanche en fait. Voilà. Puisque tu vas avoir plus de. Ouais. Et ça, on Mais le ouais, voit souvent quand même. ça souvent, alors ça pour le squat, j'ai remarqué qu'il y a un peu deux catégories de personnes. Après, ça veut pas Euh, dire que c'est mauvais, hein. Enfin, pas deux catégories, mais disons, si t'es pas très bon au niveau pied et cheville, tu vas avoir tendance à avoir les pieds un peu plus écartés Hmm, sur le squat et du coup à adopter plutôt une stratégie hanche. ouais. Euh, du coup, tu as besoin d'être très mobile des hanches si t'es pas mobile de la cheville et du Hmm, pied. Ou à l'inverse, tu as des personnes qui vont squatter avec les pieds relativement serrés, complètement droits face à soi et tout, parce qu'ils vont avoir un pied et une dorsiflexion de fou, mais ils seront peut-être plus, j'allais dire plus raides, mais moins mobile sur les hanches. Bon, après, idéalement, il faut être mobile partout. Mais ouais. puis après, il y a aussi de l'aspect morpho-anatomique, hein. Puis de ouais, l'activité, à quelle amplitude tu as été régulièrement exposé, etc. Parce que ça, bah, pour le coup, on a fait une bonne analyse dans Plio Pro, avec l'analyse articulation par articulation, mais Ouais. en fonction de l'activité, effectivement, quand c'est de la locomotion, ça reste en fait les mêmes schémas quasi. On a quand même des patterns qui se retrouvent avec une alternance entre supination et pronation, etc. Mais si par exemple on change, je prends l'exemple de la natation parce que bah, c'est vraiment différent, on est dans un milieu qui est différent. C'est des athlètes qui sont énormément orientés sur de la flexion plantaire Ouais. Ouais. et ils sont complètement nuls sur de la dorsiflexion généralement. Parce que tu es jamais exposé. Ouais. T'es jamais exposé exactement. Et ils ont aussi tendance à faire de la rotation interne tibiale aussi un peu. Et d'ailleurs, quand ils courent, en fait, ils sont toujours orientés. Enfin, c'est Vers marrant. l'intérieur. Ouais, c'est marrant de voir ça. Mais si jamais vous voulez voir quelqu'un qui a fait énormément de natation toute sa jeunesse et qui fait de la course à pied, tu peux être quasi certain qu'il aura une rotation interne tibiale quand il va courir et les pieds vers l'intérieur. Ce qui est du coup une représentation Et de la de. rotation interne de Ouais, hanche aussi. ouais, aussi, Ouais. ouais. Et du coup, tu te rends compte que une fois que tu es exposé à certaines amplitudes, notamment au niveau du pied, c'est difficile à changer et c'est des schémas que tu vas garder
assez longtemps. Et surtout si c'est quelque chose que tu as eu ouais, en grandissant pendant ta croissance et Ouais, tout, du ouais. coup ton corps s'est remodelé autour des demandes que tu lui envoies quoi. Mm. Qu'est-ce qu'on peut aborder? Ouais, on n'a pas vu Un les petit peu l'anatomie, non. l'anatomie rapidement, mais les articulations principales qui sont, je pense, qui sont importantes de parler là. Pour rappel, hein, c'est vrai qu'on parle beaucoup de trucs un peu complexes depuis tout à l'heure, mais le, la- la- le pied est relié, on va dire, à la jambe par l'intermédiaire de la cheville. La cheville, en fait, c'est quand on dit la cheville, c'est des articulations un peu compliquées aussi. En gros, tu as le tibia et le péroné et la fibula qui sont côte à côte. Et en dessous, il y a le talus qui est le premier os qui fait le lien avec le pied. Et c'est en dessous le talus qu'on va avoir le calcaneus, l'os du talon. Donc Et ça déjà, après, ouais, d'emblée, on peut dire que c'est l'articulation talocrurale, du coup. talocrural. Ça, c'est un nom de un peu de merde. Talocrural, parce qu'au début, ouais, à l'époque, quand j'avais entendu ça, je comprenais pas. Mais ouais, crural, c'est la jambe, c'est le Ouais, vieux mot ouais, pour la jambe. Et en anatomie, ce qu'ils appellent la jambe, c'est pas la jambe genre jusqu'à la hanche, quoi. C'est juste ce qu'il y a en dessous le genou, c'est la jambe. Et du coup, la partie crurale, c'est en gros le tibia et la fibula. Et talo, c'est le talus. Donc, ouais. ce qui relie le talus au tibia et à la fibula, c'est l'articulation talocrurale. Après, il y a quoi d'autre? L'articulation subtalienne, du coup. Ouais, subtalar, Ouais, subtalar joint en anglais, ouais. souvent on voit ça. C'est l'articulation soutalienne, subtalienne, ouais. Et c'est celle, en fait, c'est cette articulation-là qui va permettre un peu des fois, quand on voit une personne dans le plan frontal mais à l'arrière, et des fois on voit surtout chez les coureurs, on a l'impression que c'est de la pronation. Alors des fois ça l'est. Mais en fait, on voit le talon, ou plutôt le pied qui va s'affaisser d'un côté. On appelle ça de l'éversion ou de l'inversion, ça dépend. Inversion qui est d'ailleurs le mécanisme d'entorse. L'éversion, c'est de l'autre côté. Et du coup, c'est cette articulation-là, là, subtalar joint, ou l'articulation subtalienne, qui va être responsable de cette éversion ou inversion au niveau du pied. Ensuite, on a alors, ils appellent ça la mid-tarsienne, avec l'articulation de Chopard, etc. Donc, en gros, ça, on peut dire que c'est le commencement du mid-foot. C'est vraiment là, cette articulation-là, je pense qu'elle est assez cruciale, surtout dans les logiques peut-être de réhabilitation. C'est-à-dire que le mid-foot, comme on l'a vu, il va être influencé par l'arrière-pied et va influencer aussi l'avant-pied. Et quand on a par exemple des déficits de pronation ou de supination, etc., c'est au niveau de cette articulation-là, notamment un os qui s'appelle le naviculaire, où on va essayer d'influencer ça pour justement restaurer soit de la pronation ou soit de la supination. Ouais, c'est vraiment ça les deux mouvements, je pense qu'il faut retenir, hein. En fait, ouais. Et Les puis, deux mouvements les ouais. plus importants du pied, quoi. Mais après, Pronation, ouais. supination. Mais c'est vrai que dans la littérature, la pronation, c'est quand même une définition qui est un peu bordélique, hein, la La pronation, pronation. ça inclut plein de trucs, quoi. C'est Nig, je crois, qui a fait beaucoup de bioméca au niveau du pied, là, en course à pied, qui avait essayé de définir la pronation. En fait, tu t'aperçois que la pronation, déjà, ça peut pas se voir seulement dans un plan. Donc, on peut pas avoir quelqu'un derrière et dire, ah bah là, il a une pronation. En fait, on n'en sait rien du tout. Et même quand on voit des gens courir ou n'importe quoi, c'est compliqué de dire. Parce qu'en fait, c'est un agencement dans les différents plans de l'espace, pas seulement le sagittal, pas seulement le frontal, pas seulement quoi. C'est vraiment un agencement qui est assez complexe pour définir la pronation ou pour définir la supination. Mais bon, globalement, si on se dit, bon, la pronation, c'est là où on va avoir un affaissement de l'arche plantaire, et une supination, c'est là où on va avoir une élévation, déjà, ça nous guide plutôt bien, je pense. Ouais, parce que s'il y a un affaissement global de l'arche plantaire, enfin, les articulations du mid-foot, enfin du milieu du pied, globalement, font Ouais, leur job, j'allais dire, tu vois, genre, parce que si ça arrivait, enfin, si les articulations n'arrivaient pas à s'organiser dans les trois plans de l'espace les unes par rapport aux autres, l'arche ne s'abaisserait pas autant, ouais. quoi. Je pense. Ouais, ouais, très clairement, ouais. Oui, non, mais après, c'est une bonne, on va dire, une bonne porte d'entrée pour se dire que déjà, de base, si tu comprends un peu la dynamique entre pronation et supination et que tu arrives à évaluer ou plutôt voir les compensations possibles, déjà, ça te permet de bien te guider par rapport à ça. Et après, on a l'articulation tarso-métatarsienne, donc ça, c'est vraiment devant, l'avant-pied plutôt. Et puis voilà, déjà, ça nous donne une bonne représentation, assez simple,
parce qu'on n'a pas besoin d'être extrêmement compliqué par rapport à ça. Euh, Tu voulais dire un mot peut-être sur l'importance du pied, avec quelques exemples? Toi, t'avais des exemples en cyclisme, tout ça? ouais. Après, de toute façon, on sait que le pied, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est le premier contact avec le sol. Donc forcément, ça va avoir une place qui est cruciale. Et de toute façon, je crois de plus en plus, on a quand même de la littérature, ou en tout cas des protocoles sur du renforcement des muscles extrinsèques ou intrinsèques pour la performance, pour améliorer la propulsion, pour améliorer plein de paramètres de la performance. Moi, j'en avais noté juste deux. En gros, par exemple, si on regarde des sauts verticaux, donc par exemple même du squat jump, on va dire ça assez simplement, ce qui n'est pas de la pliométrie. On va... on- Rappel, hein, rappel. Mais Podcast pliométrie pour ceux qui l'ont pas vu. on sait que par exemple, si tu fais un squat jump, donc tu vas descendre à une angulation qui était préférentielle pour toi en squat en gros, et ensuite tu vas exprimer un maximum de puissance pour t'élever. On sait que généralement, les sauts les plus hauts que tu vas observer chez la population, en tout cas quand c'est réalisé pieds nus, ça va être corrélé à la capacité de déformer rapidement l'arche plantaire. C'est-à-dire que plus tu arrives à déformer rapidement, et plus au final tu arrives à stocker de l'énergie et de la restituer. Et du coup, ça fonctionne aussi sur l'arche plantaire. C'est corrélé à la performance. Donc là, tu dis, ok, bah alors du coup, cette dynamique-là entre supination et pronation, et cette capacité-là d'exprimer beaucoup de force au niveau du pied, elle est importante. Alors, c'est de la corrélation, ça ne veut pas dire que forcément ça va te permettre de sauter plus haut, mais généralement, c'est quand même assez bien corrélé. Après, en cyclisme, donc là, c'était l'articulation de la cheville, je le note bien. Donc, c'est pas exactement le pied, encore une fois, c'est l'articulation de la cheville, mais ça influençait, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 60%, il me semble, de la production de puissance en sprint était, euh, réalisée à partir de l'articulation de la cheville. Ce qui peut paraître énorme, et il me semble qu'après c'était le genou et après la hanche. Et c'était sur de la dynamique inversée en biomécanique, pour ceux que ça intéresse. Ouais, tout ça pour dire que le pied il avait une influence qui était cruciale dans la production de puissance, et probablement aussi la capacité d'affaisser l'arche plantaire. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça parce que j'ai déjà eu des cyclistes, j'en ai un encore en accompagnement. Et, euh, et c'est fou de voir que, que même en cyclisme, par exemple, t'as des personnes qui ont pas accès du tout à l'intérieur de leurs pieds, tu vois. Ouais, Ou qui n'arrivent pas à aller, du coup, faire une pronation, qui n'arrivent pas à venir appuyer sur le hallux, là où il y a quand même la majorité de la production de force. Et si tu n'arrives pas à accéder à la pronation, en fait, il manque aussi de dorsiflexion, alors qu'ils ont quand même besoin de dorsiflexion pour ouais, pousser sur les pédales. Et du coup, globalement, s'ils n'ont pas ce couplage interne global de tout le membre inf, bah, en fait, il manque aussi de rotation interne plus haut au niveau de la hanche, ce qui est le principal degré de liberté de la hanche. Et ils sont limités aussi sur la flexion de la hanche. Et donc, en fait, pour des cyclistes qui n'arrivent pas mm, à relever le ouais. fémur contre le buste et à produire de la force dans le pied, tu dis, bon, c'est quand même le truc le plus important pour, si tu veux être, je pense, performant là-dedans, tu vois. Pouvoir quand même avoir accès aux amplitudes auxquelles tu as besoin et aussi produire la force, surtout comme quand tu le dis, autour du pied et de la cheville, ça représente une grosse partie de la production de puissance. Ouais. Donc si t'as pas accès à ça, en fait, tu perds une performance potentielle Ouais. qui est énorme. Surtout que, je sais plus dans quel podcast, mais on en avait parlé, mais euh, si on regarde si on met une semelle qui permet d'observer les pressions au niveau du pied et qu'on regarde la production de puissance par rapport justement à ces pressions-là, en fait, on observe que plus on pousse fort sur les pédales, plus on produit de la puissance sur les pédales, plus on a tendance à avoir un point de pression qui est orienté sur le premier métatarse. Donc en gros, tu as forcément cette espèce de capacité à affaisser l'arche plantaire et vraiment appuyer très très fort sur la pédale. Et du coup, affaisser et avoir aussi une pronation, même si on est en chaîne ouverte au final un peu. Euh, donc hyper important. Et petite note par rapport à ça, là, par rapport aussi... parce que forcément, quand tu es en pronation, ça va s'accompagner un peu d'une rotation interne de hanche, Ouais. forcément. Et en tout cas, en vélo, euh,
généralement, c'est un peu banni. Tu sais, les gens, ils disent, ah ouais, si t'as pas le genou qui est aligné, ils regardent, tu sais, ils font des bike fitting en gros, et ils disent, ouais, si le genou a trop d'amplitude dans ce plan frontal, pour le coup, ils Ouais, disent que qui c'est se balade mauvais. trop de gauche à droite, Ouais, quoi. alors, potentiellement, enfin, là, si tu réitères ça pendant des années, ça peut être un problème, mais je pense que c'est quand même aussi un bon moyen de produire un max de puissance, en fait, au niveau des pédales, quoi. Et ce que tu observes aussi chez, je sais pas si tu vois le contre-la-montre là, c'est en gros les vélos un peu de triathlon où tu es couché. Ouais. Du coup, bah forcément, tu as le bus qui est plus vers l'avant, donc tu as plus de flexion de hanche. Et en fait, tu observes, en tout cas quand tu les regardes de l'arrière, tous les athlètes, ils ont tendance à rentrer le genou vers l'intérieur, appuyer du coup en pronation et faire ce cycle-là. Et forcément, en fait, tu as les genoux qui rentrent et qui ressortent parce que bah, c'est un mouvement naturel. En plus, tu as une grosse flexion de Puis hanche. bah après, ouais, c'est sûr que si t'es couché vers l'avant sur Mais ton oui. vélo, donc t'es en flexion de la cage thoracique, rétroversion du bassin, Mm. flexion de la hanche, du fémur sur le buste, mais à un moment donné, tu peux plus faire plus. Ouais, Donc du coup, t'es obligé d'aller chercher du mouvement dans d'autres plans, quoi. Et le plan exactement. transversal, avec les rotations internes de hanche et tout. Pour aller chercher de la production de force en plus. Il y a aussi l'exemple du sprint. Je sais qu'il y avait, je crois que c'est la vidéo je crois que c'était Kevin Mayer Mm. qui avait circulé pas mal, où en fait tu le vois quand tu regardes de face sur le départ du sprint, où Ah en oui, fait tu vois que le torque. les premières foulées, en fait il aggrave les hanches en rotation interne, et c'est-à-dire que tu te dis, pour être le plus efficace, c'est tirer chercher devant toi, tu vois, vu que tu veux aller devant sur ton sprint. Mais en fait, il va venir mettre les pieds un peu à gauche à droite, tu vois, Mm. et en étant les hanches en rotation interne et tout. Parce que tu te rends compte que tu dois profiter de ce couplage élastique et global de tout le membre inf, pronation du pied, rotation interne du tibia et de la hanche, pour après mieux restituer Ouais, c'est un torque en avec les fait. fessiers qui sont rotateurs externes, avec certains adducteurs qui ont été chargés élastiquement et tout, enfin bref, qui sont aussi sur de la rotation externe, et du coup pour produire encore plus de force Mm. sur la partie concentrique. Donc ça, c'est un peu contre-intuitif. Et le pied joue un rôle là-dedans, parce que, encore une fois, si on imagine tout ça comme une chaîne, bah, la chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons. On peut l'imaginer soit du point de vue de la performance, mais aussi du point de vue des blessures. Bah là, c'est la même chose. Si, encore une fois, t'es biaisé full pronation ou full supination, et que t'as pas accès à l'autre mouvement opposé du pied, bah du coup, il y a des stratégies que ton système nerveux ne va pas pouvoir adopter pour s'auto-organiser, tu vois. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, tu manques de variabilité de mouvement, et derrière, tu as moins d'options pour réaliser une même tâche, et potentiellement, tu augmentes ton risque de blessure, potentiellement, tu vas sursolliciter d'autres tissus, et ou si tu as d'autres maillons dans la chaîne qui sont eux aussi problématiques, bah à la fin, ça peut causer d'autres problèmes. Mm. Et pour justement revenir sur cet exemple du cycliste, l'impact que ça peut avoir, c'est que tu peux avoir. Alors, il y en a qui me diront oui, il y a plein d'autres facteurs, etc. Je suis d'accord. Mais tu peux avoir des douleurs lombaires ou des douleurs à l'angle de fermeture sur une hanche ou quoi, en partie à cause de ton pied, tu vois. Parce que t'as pas accès à la pronation de ton pied, tu es bloqué en supination, donc globalement tu es bloqué sur tout le reste. Et en fait, en même temps, en haut, tu manques, tu as des problématiques locales au niveau de la hanche ou au niveau lombaire. Et si tu as un maillon qui est faible en haut, un maillon qui est faible en bas, Ouais. il y a forcément des. Ton système nerveux, il va faire tout ce qu'il peut pour s'auto-organiser à partir de ça. Mais à un moment donné, il va être limité, quoi, hein. Ouais, surtout que le vélo, c'est vraiment une activité où enfin, t'as pas de rapport avec le sol. Donc en fait, t'es vraiment contraint par les points de contact, c'est-à-dire au niveau de la selle, au niveau des pédales, au niveau de tes mains. Et du coup, si t'as peu de variabilité, déjà que de base, t'es contraint. Voilà, de base, tu es contraint par De base, t'es l'activité. contraint et qu'il faut pas trop non plus faire trop de conneries par rapport au réglage du vélo. Donc si en plus t'as pas de variabilité, bah, t'es sûr que ça peut amener que des problèmes, quoi. Moins de performance, sans parler forcément de blessure ou quoi, mais ça va avec, quoi. Hmm. Tu auras moins de performance, tu vas potentiellement sursolliciter certains tissus et d'autres moins, que tu vas pas du tout utiliser parce que tu n'y as pas accès déjà de base. Et puis potentiellement blessure, etc.
Et voilà, donc c'est un point qui, je pense est important. Maintenant qu'on a vu ça, je sais pas si vous voulez rajouter un truc là-dessus, mais on va peut-être passer à la dernière partie, là, sur les modes un petit peu et tous les mythes Ouais. qu'il peut y avoir un petit peu autour du pied. La première chose, on parle Ouais. là-dessus? On parle là-dessus, c'est bon? Ouais, carrément. Ouais. Un petit mot sur la période minimaliste. Ouais. Après ça, on en a parlé quand même un petit peu, je crois, l'épisode sur la tendinopathie d'Achille, il me semble, un petit peu. Enfin non, si j'en avais Je sais parlé. plus. Si. Je sais plus ce que je dis. Moi, je viens, je parle, c'est tout. Ouais, Non, non, franchement. non, mais À chaque fois, j'oublie, tu vois, quand j'aurais fait une j'aurais oublié tout ce qu'on a dit. Là. non, mais en gros, j'avais dit que euh, un des facteurs de risque, et je disais que c'était pas la cause, et j'ai bien souligné ça, mais c'était par exemple, d'utiliser le minimalisme comme stratégie un peu pour renforcer, par exemple, le tendon d'Achille, mais le faire beaucoup trop rapidement et pas du tout prendre en compte la contrainte naturelle évidente au final qui est de passer sur quelque chose de beaucoup plus minimaliste avec moins de drop, donc moins de différence entre l'arrière-pied et l'avant-pied, donc plus de dorsiflexion, donc potentiellement plus de contraintes au niveau du tendon d'Achille. Voilà, c'était juste de passer d'une chaussure qui avait plus de support, on va dire, à une chaussure qui avait moins de support. Fallait le prendre en compte dans la gestion de la charge d'entraînement pour éviter de se blesser. Et du coup, ouais, je parlais des modes sur la période minimaliste. Quand on parle de renforcement, où on se dit, bah moi par exemple, je vais améliorer les fonctions de mon pied, je vais améliorer la force de mes muscles intrinsèques, extrinsèques, etc. Et du coup, on a tendance à dire, ah bah je vais faire du minimalisme. Alors, oui, c'est possible, hein, tu peux faire du minimalisme et courir dehors avec des chaussures, enfin avec moins de support. Ou Mais, pieds nus, carrément. ou pieds nus, ouais, carrément avec les vibrams là, tu sais, les orteils là. Mais, Ouais, ou sans rien du tout, carrément, ouais, pieds nus, quoi. ouais. Mais t'es pas obligé d'être aussi drastique, entre guillemets. Tu pourrais très bien te dire, bah, je vais renforcer mon pied de manière assez spécifique. Donc, un travail de mobilité, un travail de force. Voilà, tu vas travailler sur la luxe, tu vas travailler sur ta capacité à fesser large, tu vas travailler sur de l'extension du mollet. Enfin bref, tu vas travailler sur plein de trucs. Tu vas faire en sorte. Je pense qu'il y a deux axes, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux axes. Il y a travailler sur la variabilité de mouvement et être sûr qu'on ait accès aux Ouais, amplitudes auxquelles on a et besoin la tolérance. et la capacité, quoi. Ouais, la capacité. Ouais, Donc ça, exactement. travailler sur ces Ouais. deux axes d'un Mais côté et après, ouais. toi, tu veux dire dans la pratique. Ouais, mais en fait, je trouvais juste que juste passer directement au minimalisme, c'était essayer de combiner un peu les deux en mode bah, je vais tout de suite ajouter de la variabilité et je vais essayer tout de suite aussi travailler la capacité de charge, alors que tu pourrais très bien faire en dissocié, c'est-à-dire bah, continuer à courir avec ou faire ta vie en fait avec tes chaussures avec plus de support. Par contre, bah, tu peux intégrer un peu de renforcement sur tes séances de renfo C'est toujours et essayer de. Enfin, moi, je suis pas trop. J'aime pas les espèces de solutions un peu combinées où t'as l'impression que on te donne un package où tu vas tout avoir d'un coup. Je préfère dissocier, dire bah là, je vais travailler spécifiquement ça. Et après, je clairement. laisse à la pratique la pratique. Tout à l'heure, hors podcast, on parlait des chaussures carbone. Moi, je suis pas contre, je suis pas pour. Enfin, en fait, j'ai pas d'avis en fait. Ça améliore potentiellement la perf parce qu'il y a plus de raideur dans Ouais, la semelle. j'ai vu des papiers là où je sais plus qu'il y aurait eu un effet placebo. Il y en a Non, mais en fait, ouais. que ça augmentait la perf, d'autres ça l'a diminué. Bah en fait déjà c'est individu spécifique, c'est-à-dire que tout le monde en fonction déjà de la manière dont tu cours, la bioméca, etc. Tu vas pas avoir la même économie. Donc les personnes en fait ont besoin de différentes chaussures en fonction du profil. Hmm. Pareil, il y a la mousse, il n'y a pas que la plaque carbone qui est importante. Enfin, il y a plein de problématiques comme ça. Mais tout ça pour dire que moi je suis vraiment pas contre. Et d'ailleurs des fois je dis à mes athlètes de porter des carbones. Mais, mais voilà, en fait on devrait plutôt voir de manière dissociée. C'est je travaille spécifiquement mon pied. Et après, je peux utiliser des chaussures ou quoi, on s'en fout en fait. Si t'as envie de porter les dernières Nike, vas-y, fais-le. Même si c'est peut-être pas optimal pour ton pied. Donc, ouais, c'est un peu le mot sur la période minimaliste. Puis il y en a, ça les motive aussi. Il y a cet aspect-là aussi. Tu vois, Ouais, c'est bête, mais des fois, t'as des gens, même où t'as pas forcément un gros niveau, tu vois, mais il y a des ouais. gens, ils vont se dire, tiens, j'achète les dernières Nike, et en fait, ça les motive justement à aller s'entraîner parce qu'ils ont le. Ah bah, C'est ça, ce c'est que je veux sûr. dire, l'outil. Tu sais, c'est comme ceux qui achètent les chaussons d'escalade, tu vois, Le dernier. la Sportiva, les Ouais. derniers trucs, et en fait, tu crois que ça y est, ça va te faire grimper du Vita, Ouais. alors que Alors que moi, j'ai des potes qui grimpent avec tu sais, les les trucs chaussons Décathlon, là, Simon là, les ouais. trucs Ouais, ils Décathlon de font du base, Vita. ils font du Vita avec ça, bah, parce que c'est pas l'outil qui Ouais. fait forcément la perf. Mais bon, après, ça, ouais, c'est vrai que Ouais, il y a c'est le côté placebo et psycho, c'est vrai que. psycho, placebo, pourquoi pas, Mais, pourquoi pas. mais ouais, du coup, tout ça pour dire que
Voilà, le minimalisme, c'est bien, faut pas en faire une religion non plus, je pense, et on peut très bien distinguer les deux et faire le renforcement et après courir avec. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis. Ouais, puis après, tu disais sur la question du dissocié ou même de cet intégré, entre guillemets, Ouais, en mode tiens, j'ai besoin de renforcer les intrinsèques, enfin mon pied dans des conditions du terrain, etc., dans la spécificité, etc. Donc vas-y, je vais me mettre en minimaliste et je vais faire ma pratique en minimaliste. Mais alors, peut-être si tu le fais de manière intégrée, mais du coup, est-ce que tu fais à côté en dissocié du renfort, etc. ouais, ça Mais serait moi, je pense que du coup, si tu associes les deux, ça va potentiellement peut-être faire trop double de charge, ouais. double charge, tu vois, à la fois sur le terrain et à côté, sur tout ce que tu peux, enfin, le travail de capacité, de variabilité. Donc, on peut être sur du travail de mobilité du pied ou du travail de renfort, plio, etc., bien spécifique. Si tu associes les deux, ça risque peut-être d'être potentiellement trop, quoi. Puis il manque, ouais, et puis imagine que tu fais ça avec quelqu'un qui a déjà un volume hebdo. Énorme. Parce Ouais. que là, tu vois, là, récemment, là, en hors saison, j'aime bien intégrer de la plio chez les athlètes d'endurance. Hmm. Parce que bah, pour tous les gains et tout, et c'est top la plio. Euh, Allez voir le podcast sur la Allez plio. voir, non mais c'est une dinguerie la plio. Mais en même temps, tu vas pas leur dire, bah non, non, mais pour vraiment maximiser, tu vas me faire la plio pieds nus avec des drops, ou tu vois, du Ouais, single leg. c'est. En fait, il faut se dire, à un moment donné, faut échelonner la progression. Et Et en fait, voilà. juste, même si on discute de tout ça, au final, des fois, vaut mieux faire peut-être, entre guillemets, peut-être un petit peu moins optimal Ouais, sur le papier, mais au moins tu le fais. ouais, c'est sûr. Et en fait, ce sera plus optimal parce que si tu essaies absolument de maximiser tous les curseurs, en fait, imagine, enfin, juste tu te blesses ou juste c'est pas tenable et en fait, bah, c'est bien beau, mais ça marche pas. Euh, Tu vois, moi, Hmm. c'est comme le parallèle que je fais souvent. J'en ai parlé dans un post récemment là, sur la muscu, où tu te dis, tiens, tu vas optimiser tout un tas de paramètres, etc. Tu sais, maintenant, il y a la mode aussi, bon, rien à voir hein, avec le pod, mais la mode de l'entraînement en étirement où tu fais des reps partiels en étant étiré, etc. Ouais, Ouah, c'est mieux pour l'hypertrophie. Bref, c'est pas le sujet, mais par exemple, il y a cette mode-là. Tu cherches à optimiser de fou en ayant une petite technique qui va faire la différence. Sauf qu'en fait, juste si tu t'entraînes pas pendant 5 ans, 10 ans, tu ouais, vois, t'auras toujours moins de résultats que le mec qui fait entre guillemets n'importe quoi et qui lui fait les choses, tu vois. ouais. Donc ça, C'est du sous-optimal sur le long terme, c'est supérieur à après, du moyennement optimal sur le court terme. après, nous on est passionnés, on cherche l'optimisation de la performance, donc ça nous paraît évident que de toute façon, Ouais. tu fais les choses, mais parfois, ouais, à vouloir trop faire, au final, tu te tires une balle dans le pied. Donc, Peut-être un, passer au deuxième. un deuxième mythe, deuxième mode, les pieds plats sont toujours un problème. Ouais, ça c'est un truc on entend pas mal. Bah, c'est déjà ce serait problématique parce que je crois qu'il y a 15-20% de la population mondiale, si c'est pas Ouais. plus, qui a des pieds plats. Souvent les populations d'origine africaine, je crois, Ouais. qui ont beaucoup les pieds plats. Euh, mais ouais, non, c'est donc tu as en gros une espèce d'hyperpronation au niveau du pied, tu as les arches qui sont affaissées, surtout l'arche longitudinale médiale. En fait, c'est pas le pied plat en lui-même qui est problématique. Si tu prends, je suis sûr, tu as plein d'exemples en marathon, même si je connais moins bien, et ça, c'est Ouais, peut-être. je pense Enfin, en aussi. marathon, je dis en marathon, Ouais, en course à pied, en quoi. course à pied à différents niveaux, euh, mais même en athlée, on a tous cet exemple de Usain Bolt qui a des pieds plats de fou. Et qui est quand même super performant, enfin qui est champion du monde hein, du 100 mètres, champion olympique. Donc déjà ça nous montre que même si tu vas me dire c'est des exemples isolés, mais tu peux être très performant en ayant des pieds plats déjà, donc c'est pas forcément un problème. Et encore une fois, là où ça peut être problématique, je pense, c'est pas le pied plat en lui-même, c'est l'incapacité à en sortir. Tu vois, c'est souvent tes pieds plats, t'es tout le temps pieds plats en fait. T'arrives pas à faire tu vois, cette toile d'araignée, comme tu disais au début, qui est tout le temps étalée, t'arrives pas à la rétracter. Mm. Et c'est là que ça peut poser problème, Mais ça, c'est parce c'est que le vrai. rôle de la supination, par exemple, sur la propulsion, parce que quand tu viens en fin de foulée et que Mm. tu vas décoller du sol, quand tu es au moment du toe-off, là, Ouais. bah, tu es en dorsiflexion des orteils, du coup, sur tes orteils. Et on l'avait dit avec le mécanisme Windlass, si on fait le lien avec ce qu'on disait un peu au début du podcast, quand tu es en dorsiflexion des orteils, tu es censé être en flexion plantaire du milieu du pied, Élever l'arche. Ouais. donc tu es censé relever l'arche et avoir une certaine supination, sachant que cette supination est couplée à
c'est un peu complexe là, mais je sais pas si on pourra mettre des images ou si on trouvera quelque chose pour illustrer, mais cette supination, cette arche relevée est couplée à une rotation externe de notre tibia, de notre fémur, ce qui vient optimiser aussi Toute la chaîne. toute la chaîne et tu vas venir raccourcir aussi ton grand fessier qui est rotateur externe. Tu vas venir chercher le raccourcissement là, donc tu viens vraiment chercher l'amplitude complète, ce qui maximise ta foulée, ton extension de hanche. Bref, c'est un petit peu complexe là, mais ça optimise, tu vois. Alors que si tu restes du coup bloqué dans ton pied plat, qui t'arrive pas à redresser l'arche, que pareil, tu manques de dorsiflexion au niveau du hallux et des orteils au global, là ça va être un peu plus problématique parce que ça veut dire que déjà tu vas décoller ton pied plus tôt Ouais. dans ta foulée, tu vas aller chercher moins loin, tu vas aller chercher moins d'extension de hanche, tu vas avoir moins d'amplitude sur tes foulées et en fait à un niveau externe global, peut-être pour les disciplines d'endurance c'est moins grave parce que t'as pas besoin d'avoir des foulées aussi amples, mais Ouais. pour des disciplines où il y a plus de vitesse, plus de puissance, de force à produire, ce serait Ouais. peut-être plus problématique dans ce cas-là. Mais en soi, le pied plat en lui-même, Ouais, et j'avais, je sais plus qui disait ça, mais en gros, euh, en gros, c'était un continuum entre, je sais pas, rotation interne, rotation externe, abduction, adduction, enfin peu importe, en fait, tu peux prendre deux mouvements qui sont opposés, et on peut prendre du coup la supination et la pronation. En fait, le fait d'être bloqué dans l'un, on va dire en statique, de manière statique pour le coup. Là, tu observes un pied et tu dis, et ça, je pense que c'est aussi potentiellement les problèmes, et je vais pas m'avancer, mais sur tout ce qui va être le- les podologues, mais de manière non dynamique. Et là, c'est une critique. Mais en gros, si tu regardes de manière statique un pied et tu dis, ok, il est orienté en pronation, mais tu n'as aucune idée de ce qu'il fait de manière dynamique. Et en gros, là, du coup, tu as une vision qui est statique, mais tu sais pas à quel point la personne elle est capable de naviguer sur le continuum supination-pronation et à quel point elle est capable de revenir, même si on sait très bien que sa position initiale, du coup, de base, hmm, sa position de repos, elle est orientée pronation. Par exemple, sur un pied plat, le statique, c'est de la pronation. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable d'aller sur de la supination et revenir sur sa position initiale. ouais. Et c'est cette capacité-là de naviguer en fait entre les deux qui est importante, pas tant la position initiale. Et c'est Pas pour ça que, l'image qu'on regarde, ouais, voilà, de voilà, manière statique. de manière statique. Donc il Pas faut la tout. photo. Ah, il a un pied plat, c'est voilà. Donc ouais, c'est pour ça. Par exemple, en course à pied, on voit beaucoup de pronation, mais aussi il y a aussi probablement beaucoup de supination pour venir compenser ça. Et c'est toujours une question de S'il y a des dynamisme. podologues qui nous écoutent, n'hésitez pas à Voilà, commenter. on n'est pas violent. Non, 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 mais mais même c'est intéressant quand même Nous, d'avoir la plupart, on les est points de plutôt vue, violent. savoir ce que vous en pensez. Ça peut être cool. Donc je pense là-dessus, les pieds plats, enfin, t'avais noté les pieds plats, mais c'est la même chose aussi pour les pieds creux, je pense, Oui, oui, à même si l'opposé, c'est parce que ça mieux. j'en connais, hein, des personnes qui ont des pieds creux. L'arche, il est tout le temps redressé de fou, et en fait, quand tu viens faire un test de dorsiflexion, tu sais, classique, hein, ton pied est un petit peu écarté du mur, et tu cherches à emmener ton genou contre le mur, et tu essaies d'avoir la plus grande distance entre le bout de tes orteils et Mm. le mur, typiquement un point, souvent c'est ça le test. Tu fais un test comme ça en essayant de garder le talon au sol, bien sûr. En fait, tu vois que la personne, elle emmène son genou en avant, elle essaie de faire une dorsiflexion de la cheville, mais le pied, lui, il bouge pas. Il Ouais. bouge pas il reste bloqué en suppi, et il n'y a aucun mouvement relatif des os et du coup des segments et, au niveau des articulations du pied. Et ça, là, c'est là que ça pose problème en fait. C'est quand ça, c'est pas le fait de quand je te regarde debout et que je prends une photo, t'as les pieds creux. C'est pas ça le problème. C'est le fait de pas accéder en fait Mm. à la pronation et inversement à la supination. Donc pied creux, pied plat en soi, ta posture, je pense, ou la façon dont tu te tiens de manière statique, c'est pas forcément un problème, mais c'est plutôt l'incapacité à en sortir. Tu continueras de le répéter, mais voilà. Ensuite, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est intéressant, important ou pas d'utiliser des chaussures qui vont matcher la préférence Mm. du pied. Est-ce que par exemple je suis du coup biaisé en supination ou biaisé en pronation. Souvent tu vois ça, hein, si tu vas dans les magasins, Les on va antipronations. analyser ta foulée ou je sais pas quoi. Et derrière on va te donner une chaussure qui est plutôt pour ceux qui sont supinateurs ou les pronateurs, tu vois. T'en penses quoi de ça? Après, j'ai même pas besoin d'en penser, mais il me semble que l'épidémie, enfin sur les blessures, ça a aucun rapport, hein. Donc, moi, le problème que moi, ce que je dis souvent à les athlètes qui me demandent quelles chaussures,
Il y en a peu qui me le demandent, hein, pour être très honnête, mais je leur dis, ouais, mais porte une chaussure où t'es bien dedans en fait. Parce que de toute façon, tu vas borner avec, donc c'est toujours mieux d'utiliser une chaussure où t'es bien dedans. Après, le fait de matcher la préférence, moi, ce que j'aime pas dans l'idée, et c'est pareil qu'au final, par exemple, utiliser des semelles ortho, alors, ou des semelles de support, je dis pas que c'est une mauvaise chose sur quelque chose d'aigu, mais sur du chronique, pour moi, il y a un problème qui est majeur, c'est que tu vas forcément limiter la variabilité du pied. Ouais. Et tout ce que le pied ne prend pas, bah, ça va être compensé par les articulations adjacentes. Et après, c'est un enfer. Souvent, l'argument que j'entends, et que sûrement, là, s'il y a des podologues ou autres qui sont en train de nous écouter, c'est peut-être ce qui leur viennent en tête, et ce que je revois souvent, c'est que si tu as, je sais pas, par exemple, si tu as une blessure, typiquement, tu sais, l'idée des semelles, tout ça, et que, je sais pas, admettons, on va prendre un exemple simple, tu as une tendinopathie du tibial postérieur. On en parlait un peu tout à l'heure hors podcast, tu as ça, donc ça veut dire que dès que tu viens en pronation de ton pied, ça va globalement étirer ce muscle-là, ce tendon, ça va être douloureux, ça va comprimer. Si tu as une problématique comme ça, on va te dire oui, bah si tu mets une semelle qui va te biaiser plutôt vers la supination, ou que tu vas chercher une chaussure qui est plutôt dans la supination, bah ça va te permettre de continuer de courir en attendant, sans avoir trop mal, etc. Et petit à petit, tu vas revenir, Ouais. tu vois. Donc éventuellement, Sur l'idée, de je pense, ça l'aigu, ouais. pourrait être de... Sur Dans ce cadre-là, à la rigueur, tu as plusieurs paires de chaussures. C'est que tu as une paire de chaussures qui va être biaisée supination peut-être, une autre plutôt pour la prona, tu vois. Et au fur et à mesure que tu évolues et que tu travailles en dissocier la variabilité que tu as perdue, tout ça, bah tu changes Ouais. quoi. Et ça, je mettrais un papier là. Mais il y a un papier euh, qui parlait de ça là, qui parlait du fait de tourner les chaussures en fait, de manipuler les chaussures. Et en fait, je pense que la conclusion à prendre de ce papier là, c'est juste que tu changes. Et ça s'use vite, je crois, hein. D'ailleurs, Ouais, il y a un turnover, hein, au niveau des chaussures, pas mal, hein. ouais, Surtout quand tu as carrément. un gros volume hebdo C'est à haut sûr, hein. niveau. Mais en gros, ouais, le fait de manipuler les chaussures, en fait, tu t'améliores la variabilité parce que bah, tu changes de chaussure, tu changes la position du pied dans la chaussure, tu changes tout quoi. Donc je pense que c'est positif aussi de varier les chaussures et de pas utiliser des chaussures forcément Tout le temps la même, ouais. qui sont avec des préférences. Enfin, je pense que c'est extrêmement marketing quand Donc achetez-vous 3 paires de chaussures même. et changez à chaque Avec sortie. nous, vous n'allez pas faire des économies. Et voilà, c'est sûr. C'est sûr, c'est les Nike à 300 balles, là, Ouais. Putain, ouais, non. ça fait mal, hein. Mais bon, après, à part des chaussures, t'as pas grand chose à acheter quand tu fais de la course à pied. Donc, Ouais. quand même des sports plus coûteux. Mais voilà, dernier point. Est-ce qu'il faut tout faire en barefoot? Oui. Non, pas du tout. Non, bon après ça reprend un peu la période minimaliste. Enfin, je trouve c'est bien, mais tu vois moi par exemple à la salle je fais jamais de barefoot. Enfin je travaille quasiment jamais pieds nus. Après c'est aussi parce que je fais du sport en parallèle et tout, et moi je dis jamais à mes athlètes de le faire. Potentiellement sur du travail bien spécifique au niveau du pied, mais si je repars sur du polyarticulaire ou quoi, généralement c'est avec des chaussures assez plates, enfin classiques quoi, tu vois. Mais non, je suis pas fan pour les mêmes raisons que je disais sur le minimalisme Mais en plus, cette mode du minimalisme, c'est pas, il y a pas seulement que le drop. que par rapport à la course à pied, tu vois. Non. Je sais que ça s'est aussi démocratisé dans les salles et tout, où il y a des gens ils se disent ouais c'est mieux si je fais des squats ou pieds nus, tu vois, ou si je fais tout pieds nus, tu vois. Euh, Moi je pense que non. Après, ouais, Perso, je pourrais squatter pieds nus, tu vois, mais je trouve que c'est mieux de particulier si tu fais des sports comme ça, tu vois, des sports de force. Mais tu as tout intérêt à avoir des chaussures d'haltéro, par exemple, où ton drop, tu auras un peu plus de drop, ce qui fait que artificiellement, tu auras un peu plus de dorsiflexion. Donc tu seras mieux organisé et tu pourras produire globalement plus de force. Et surtout, tu auras une semelle bien dure, mm, bien stable et tout. Et ça, je trouve, en vrai, ça aide de fou. ouais. Pour, Après, tu peux quand même utiliser je me souviens plus, depuis tout à l'heure, je cherche là, mais il y a un chercheur qui avait fait une thèse avec JB Morin sur le pied de manière spécifique. Il avait fait faire des tests de FC Max et tout. Et lui, il utilisait par exemple des exercices vraiment ultra chargés. Par exemple, les bridges, où genre t'avais une box qui appuyait sur le méta ou sur la luxe et une box au niveau du talon. Et du coup, t'avais l'arche qui était dans le vide. Ouais, je vois. Et du coup, il se lestait, mais par contre, c'était pas genre je me lestais avec un kettle, hein, c'était genre. Tu te Je lestais mets, avec une barre de oh, 200. voilà. Non, mais en vrai, c'était ça. Et c'était justement pour dire, bah, si tu veux travailler de manière spécifique l'arche et que tu veux travailler vraiment les intrinsèques, Mais tu vas pas bah. travailler que le pied, du coup. Tu vas, tu vas Oui, travailler non, tout mais c'est sûr, le. ouais, ouais.
Mais en Là, gros, voilà. ton glute médius. Si tu veux un IMBC, enfin une contraction vraiment maximale ISO, à un moment donné, faut charger quoi. Faut charger les Ah bah, pieds. t'as Et pas le le pied, choix, il est hein. capable de tolérer. Donc, oui, si tu veux travailler spécifiquement une chose, mais si tu veux. Puis on par rappelle quand même, le pied, il prend des contraintes, laisse tomber, hein. Ouais, ah bah non, Avec mais c'est ça. l'élasticité, il prend je sais pas combien de fois le poids de corps, des fois. Ah bah ouais, C'est ouais. abusé, hein. Je me rappellerai toujours du tendon d'Achille qui prend sur des grosses foulées, là, tu sais, la grosse plio Oh non, intense, là. je vois C'est très là, bien laquelle. les gros hops fort distance ou les hops en hauteur, là. Plus de 30 fois le poids de corps, ça monte par seconde. Ouais. T'imagines? C'est énorme. Enfin, c'est tendon d'Achille, mais le pied, il doit prendre aussi Ah ouais, c'est bien sûr. comme il faut. Donc, même si t'as une barre de 200 kilos sur ton arche, bah, ça va challenger, bien sûr, parce qu'après, t'es dans des modalités très différentes. Ouais. Tu tiens, c'est sur plus de temps par rapport à de la plio où l'impact est très court, Mhm. très 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 intense, mais très 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 court. Donc c'est différent, mais ouais, tu peux charger, hein, c'est sûr, hein. C'est des structures qui ont une énorme capacité. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce podcast sur le pied. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Je sais pas, il y a peut-être des trucs qui sont pas clairs. C'est vrai que c'était un peu complexe. Faut quand même se représenter le truc. Ouais. Si t'as pas trop de connaissances sur le pied, là, globalement, tu vas peut-être un peu galérer. On essaiera d'illustrer au maximum. Normalement, dans la vidéo, on aura mis pas mal de petites illustrations pour rendre les choses un peu plus claires. Et ouais, n'hésitez pas à commenter, à faire un petit retour, à poser des questions, parce qu'on s'en servira après par la suite. On fera peut-être deux formats où on répond aux questions. Ça nous permettra de revenir sur certains points qui étaient peut-être pas clairs, etc. À nous dire aussi si ça plaît, si vous aimez bien ce format. Et likez, abonnez, partagez. La base. Hein, important, hein. Important de faire ça. On se retrouve dans le prochain podcast. Salut!